Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce Bonjour d'Algérie à partir de Constantine avec un programme assez varié. On va parler d'abord du retour de cette... pas du retour parce qu'elle n'a pas quitté, mais la recrudescence de cette épidémie avec le professeur Bossof, épidémiologue, qui va nous en parler durant la première partie de ce Bonjour d'Algérie. Ensuite, nous parlerons de la solidarité en cette période de Covid avec le représentant du Croissant Rouge à Constantine, le docteur Ali Abdelnour. Ensuite, nous parlerons de la télévision. Oui, parce que hier, le 21 novembre, c'était la journée internationale de la télévision. On va rendre hommage à un grand commentateur, mais aussi on va essayer de parler de l'impact de la télévision sur le plan psychologique, comme moyen de communication. Allez, tout ça, eh bien, dans ce Bonjour d'Algérie à partir de Constantine, mais avant, bien sûr, notre balade habituelle sur les airs de Constantine avec une chanson bien que nous apprécions beaucoup parce qu'elle change, c'est pas toujours le malouf, on change un peu avec du Chaabi, Mohamed Hamdi. قسمطينا نار هكذا ترى قلبي محير فكرت ايام الصغر توحشت القعدات يا كباب القنطرات دات عمري المخير الله يرحم حبابنا وجميع اللي مات عش النسور كي بدات افريقي اسمار دور سياج بالقصر وجعلو فتحات كير تنسري من نوات كنعان وبربار خلي سيلين تعيد الكسر الحكايات قصرطينا كي برات باباها قدر هاد الربوة العالية فيها ذكريات قال الصراع ميا وفات قرطاج تدمر قال التاريخ قرطة دقت الويلات جا قسطنطين هاجات ومضات المحضر لبست التاج ناسها ملوك وسادات عادلها مجدها ضوات والاسم تغير بعد الرومان واندا الجو البشوات قسمطين نار هكذا ترى قلبي محير تفكرت ايام الصغر توحشت القعدات يا كباب القنطرات دات عمري المخير الله يرحم حبابنا وجميع اللي مات سيرت آيات حفة الوطن آيات الفن ظاهرة آيات الفن ظاهرة 7 جسور 7 بيبان فيها السوار دايرة فيها السوار دايرة
Oui, Fiha al-Souar Daïra, c'est la ville de Constantine avec la muraille, mais ça, c'est dans les esprits, dans l'histoire, parce que la muraille est partie depuis très longtemps. Mais la ville reste et la ville vous accueille chaque dimanche avec ce Bonjour d'Algérie. Alors, comme annoncé dans le sommaire, nous allons parler dans cette première partie du Bonjour d'Algérie, eh bien, sur cette recrudescence de la pandémie de la Covid-19 qui revient en force puisqu'on a battu tous les records de contamination. Alors j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Bossof Nadir qui est épidémiologue au CHU de Constantine. Marhaba bik, bonjour Nadir. Bonjour Smaël, bonjour nos amis téléspectateurs, bonjour toute l'Algérie. Oui, alors ça fait longtemps qu'on ne vous a pas accueilli parce que bon, c'est vrai que la pandémie a connu une grande régression, pratiquement un faux calme. Après, eh bien, ça a repris. Tout à fait, Smaël. Comment expliquer cette recrudescence d'abord? Tout à fait, Smaël. Tout à fait, Smaël. C'est l'évolution naturelle de cette pandémie. Depuis, vous savez bien, depuis le mois de mars, nous étions ensemble. C'était un 22, je crois, mars. Exactement. Et nous avons parlé de cette urgence sanitaire internationale, transfrontalière, c'est-à-dire qu'elle dépasse les frontières. Et c'est pour cette raison qu'on est depuis le temps. L'Algérie n'a pas ouvert ses frontières. Voilà. Et c'est une bonne chose. Et je pense c'est pour cette raison qu'on n'est pas au stade où nos voisins le sont actuellement. D'une part. D'autre part, c'était vraiment la grande vague fin juillet, début août, là où l'Algérie a cumulé plus de 600 cas. Cette deuxième vague qui reste toujours l'actualité, bon, elle est là. Non, parce que les gens... elle était prévisible, pardon. Elle était prévisible, voilà. Elle était prévisible, c'est tout à fait normal. Mais jusqu'à maintenant, les gens disaient, est-ce que c'est un rebondissement? Voilà. Est-ce que c'est une deuxième vague? C'est la question. C'est la question. Controverse. Parce que certains médecins parlent de recrudescence, mais pas de deuxième vague. Voilà. On ne sait pas. Justement, on ne peut pas être unique dans le monde. Cette évolution de la Covid, c'est une évolution dans un contexte mondial d'abord. Cette évolution, on l'avait vue, elle a commencé à Wuhan, et puis elle se termine aux États-Unis et en Amérique du Sud. Enfin, elle se termine pas, elle continue. Je veux dire, oui. je parle de la première vague. Ouais, là, on a vu vraiment les cas cumulés qui dépassaient les millions. D'accord. Actuellement, on est plus d'1 million de décès. Donc, tous ces facteurs contribuent à ce qu'on voit uniquement la courbe épidémique. Actuellement, en Algérie, il y a toujours la première vague. On voit maintenant la deuxième vague qui arrive. Et je peux dire peut-être que c'est le début de la deuxième vague. Parce qu'on ne sait pas où elle va aller. Ouais, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne peut rien prévoir. On a dépassé le seuil symbolique des 1000 cas. Juillet. Non, juillet, c'était les 600. Ouais. Maintenant, on est au-delà de 1000. Et qui sait? En voyant uniquement les indicateurs hospitaliers, d'accord, concernant l'hospitalisation, le nombre de cas, le nombre de consultations, le nombre d'admissions, hospitalisation de cas qui nécessitent de l'oxygène, le nombre d'hospitalisations au service de réanimation médicale qui nécessitent un respirateur. Donc, avec le nombre de décès qui va qui augmente aussi, c'est important, faut le dire. Et là, on ne sait pas où on va actuellement. Ouais. Où on va. En matière de prise en charge, est-ce que les expériences, l'expérience qui a prévalu durant le mois de mars et durant le mois de juillet, parce que ça a servi quand même d'expérience au corps médical, est-ce que ça a servi pour mieux prendre en charge l'actuelle vague? C'est sûr, Smaël, c'est sûr. À tout événement, un enseignement à tirer. À toute expérience, il y a une compétence. Je pense que maintenant, on sait, surtout personnel hospitalier, tout corps confondu, son comportement a changé par rapport. Il n'y a plus la peur le stress qui vraiment était au summum. Donc, actuellement,
les services sont saturés. Je parle uniquement du CHU, parce que je n'ai pas de données en dehors du CHU. Il y a 4 centres de référence. Il y a le CHU, il y a le BIR, il y a le Didouche, il y a le Khroub. Donc, à notre niveau, on est plein. C'est-à-dire, et on fait face à la situation. Mais vous continuez à faire. Ce qui est bien au CHU, c'est que, de Constantine, c'est qu'en matière d'oxygène, il y a une meilleure prise en charge. Voilà. Il faut le dire qu'il y a eu des efforts qui ont été faits. Le dernier événement, c'était la réhabilitation de la consultation. La consultation, là où il y avait beaucoup d'obus, de bouteilles d'oxygène. Actuellement, l'oxygène est mural. Donc, il y a 15 lits qui sont disponibles sur les lieux de la consultation. Donc, le malade est pris en charge juste dans la consultation pour une durée qui va de 24 à 48 heures pour qu'on lui trouve une place dans l'un des 3 services, soi-disant l'infectieux, médecine interne, et les cas graves, la réanimation est juste à côté, donc l'intervention est rapide. Et j'espère que on focalise trop sur la prise en charge médicale, la prise en charge de la Covid au niveau des hôpitaux. Alors, normalement, la guerre, elle est ailleurs. Et oui. Elle est sociétale, la guerre. La guerre, elle est communautaire. C'est toute la communauté qui doit faire face. Alors, parce qu'en voyant les services saturés, le constat c'est un échec de la prévention. C'est un échec de la prévention. Oui, c'est vrai. On va dire que c'est simple, c'est une simple équation. Plus vous recevez de malades, plus ça veut dire qu'on ne communique pas bien ou il y a un défaut. Ça veut dire que quelque part, ça ne marche pas, soit au niveau de la communication, soit au niveau peut-être du citoyen qui se laisse aller. Alors Constantine a battu il y a 2 jours un record triste. Enfin, on aurait pu s'en passer. 197 cas en 24 heures, c'est énorme. Tout à fait semaine, et ces chiffres ne sont pas vraiment, à mon avis, mon humble avis d'épidémiologiste, vu le contexte actuel, tout le monde, le lambda des citoyens, constate à Constantine qu'il y a toujours des événements, mariages, les gens sont regroupés. Les enterrements aussi. Les enterrements aussi. Toujours la bavette n'est pas à l'ordre du jour. Il y a toujours des incroyables. Oui, des gens qui ne croient pas, qui prennent ça à la légère. Qui prennent à la légère, automatiquement. Et je l'ai toujours dit que l'activité du virus, sa transmission, sa rapidité dans la transmission dépend de l'activité des citoyens, dépend de l'activité de la communauté. Plus on est actif, plus on bouge, plus on se rencontre, plus le virus passe d'un individu à un autre. Et dès qu'il passe d'un individu à un autre, il donne une fréquence, une très grande fréquence, laquelle sera soldée par des formes graves. Oui. Et ainsi, il y aura des décès automatiquement. Automatiquement et obligatoirement. Voilà, c'est le constat. Et ce qu'on constate aussi, c'est que peut-être ceux qui ne sont pas recensés comme malades, puisque ceux qui ne viennent pas, il y a l'automédication, ceux qui prennent, dès qu'ils ont un symptôme, on va dire, grippal, et ça peut être le Covid, comme ça peut être non, oui. Mais qui se prennent en charge rapidement, sans aller chez le médecin, avec une automédication. Là aussi, on ne peut pas les repérer, mais c'est des cas de Covid peut-être. Tout à fait, Smaïl, tout à fait. Les cas recensés, n'oubliez pas que, en se basant sur les critères OMS, ce ne sont que des cas PCR positifs. Confirmés. Voilà, confirmés. C'est-à-dire, biologiquement, le virus existe. Et biologiquement, le virus est transmissible. C'est ça la PCR. En dehors de ça, on ne voit que cette partie émergente de l'iceberg. Ouais. Le gros lot est en bas. On ne le voit pas. On ne le voit pas, mais il est là, il est présent. Il est là, il permet la propagation, il permet la transmission, il permet de donner des formes graves et il aussi recense des décès. C'est ça, tout le monde sait que les formes expressives ne sont que 20%. Qui ont des symptômes. 80% n'ont pas de symptômes. Et 80%, c'est des contaminateurs. C'est des gens qui contaminent. Oui. C'est des personnes qui transmettent le virus. Et ça dépend de ce qu'ils ont comme charge virale et à quel... il y avait 2 jours, professeur Belhoussen, dans une émission de la télévision algérienne, ça fait 2 jours, dans le cadre des enquêtes épidémiologiques, dans une wilaya qu'il n'a pas citée,
n'a pas voulu la citer. Voilà. Mais bon. Une personne positive, Ouais. positive, a contaminé 97 personnes contacts. c'est Vous voyez que- l'ampleur? Ouais. Ça, c'est ce qui a été constaté alors, dans une enquête épidémiologique Ouais. sur terrain. Alors, il faut préciser qu'en matière de contamination, parce que vous êtes épidémiologue, donc vous faites partie d'abord de la commission nationale chargée du suivi de la pandémie, Ouais, ouais. mais aussi vous faites des enquêtes épidémiologiques. Et puis, il faut dire que je sais qu'il y a des taux de calcul, 1 pour 3, 4, le 5, R0. on parle, voilà, le R0. Alors, quand c'est 1 pour 97, ça veut dire que là, rien ne va plus. Ah oui, oui. Ça, on est vraiment, tout à fait. pas seulement la sonnette d'alarme est tirée, c'est la catastrophe. Tout à fait, C'est ce tout qu'il à faut relever. Tout à fait. On est, c'est-à-dire des indicateurs, on est au rouge, hein. On n'a pas à le dire. Parce que vu la saturation, vu ce que la Covid prenne comme lit au détriment des autres pathologies, les gens oublient aussi qu'il y a des cancéreux, d'autres il y a des malades. cardiaques, Oui, c'est vrai. il y a des diabétiques, il y a des urgences qu'on n'a pas le droit de laisser. Urgences médico-chirurgicales et dont tout le monde a besoin. Donc c'est dans ces conditions difficiles que normalement le citoyen, la prévention deviendra obligatoirement un devoir du citoyen, du citoyen. Une obligation civique et citoyenne. Alors, Citoyenne. vous savez, comme on va montrer quelques images alors, de gens hospitalisés, c'est pour essayer de sensibiliser les gens. Puis ça nous permettra de nous reposer un peu pour revenir au débat. D'accord. Et عندكم السي Oui, c'est sûr. اللي من قبل تعجيج c'était des images. Voilà, c'était montrer des images choquantes pour essayer d'éveiller le civisme du citoyen, parce que avant tout et après tout, je crois que c'est la première ligne de front pour contrecarrer cette maladie. Tout à fait, Ismaël, tout à fait. Quoique, je l'avais dit, je le redis actuellement. Maintenant, la guerre, elle est dans la communauté. C'est pas au CHU, c'est pas aux structures. De mettre à disposition des lits. Je pense, si il y a saturation, c'est un échec de la prévention. C'est un échec comportemental de la société. L'individu, le citoyen, c'est lui qui décide que cette Covid persistera ou elle va partir. Dans l'état actuel des choses, je pense qu'on doit revenir au masque. C'est une obligation. C'est une obligation. Parce que vous citez le masque, et permettez-moi de vous interrompre. Certains, parce que il faut dire que les Algériens communiquent beaucoup à travers les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Donc, et certains disent non, le masque, ce n'est pas un moyen de prévention, ça ne sert à rien, ça ne prémunit. Non, il faut insister. Je crois, et c'est vous, docteur, qui devez dire ça, pas moi, il faut dire que c'est la première prévention altruiste pour les autres, pas pour nous. Voilà.
C'est ce qu'il faut dire d'abord. Je pense que au jour d'aujourd'hui, hein, le masque, c'est le seul moyen qui fait barrage, qui fait barrière à cette transmission. Et je pense que la Covid, c'est vrai que c'est une pandémie, mais il faut aussi relever le côté positif. Parce que le côté positif de la Covid. Il y en a, hein. Il y a des côtés positifs, parce il faut le dire. qu'elle a révélé beaucoup de défaillances, surtout en matière de comportement du citoyen. Oui. Le civisme. On se protège pour protéger l'autre et pour protéger la société. On doit être distant. C'est ça le distant, parce que la situation l'oblige. Oui. On doit être propre, surtout la main. Ah oui, se La laver main. les mains fréquemment. Surtout la main. La main, c'est le premier facteur. Voilà. Elle contamine, comme elle donne du bien, elle donne du mal. Donc automatiquement, on doit être, ces 3 règles sont fondamentales. Mais alors on dit, parce que les Algériens parlent avec des plops, donc ça veut dire qu'ils Tout à fait. rejettent un Toujours peu de salive. Oui, tout ça. Bon, je ne sais pas si c'est propre aux Algériens, bon, peut-être, mais l'être humain, quand il parle, parce que nous sommes méditerranéens, on parle d'abord avec les mains, et on a tendance à être un peu expansif, donc ça veut dire que... C'est pour ça que le masque est un facteur de protection, d'abord, mais comme on le dit, parce qu'on est musulman, il ne faut pas l'oublier, que l'on pense aux autres avant de penser à soi-même. Tout à fait. C'est la règle du musulman. C'est ça. Tout à fait. L'effort maintenant, c'est de respecter tous les protocoles. Tous les protocoles. Au niveau de chaque secteur. Je pense qu'on est responsable. Et la responsabilité individuelle est très importante. Très importante. Porter un masque, ce n'est pas une limite de la liberté. Au contraire, toute liberté qui n'a pas de limite, c'est une anarchie. Oui. C'est ça. Donc, il y a toujours le côté préventif. Je pense que ça relève de la santé et ça relève du corps médical. Et pour sensibiliser, pour communiquer, pour expliquer, parce que tout passe par la science. Tout passe par la science. Oui. Si on connaît, on évite. Si on connaît, on n'aura pas un comportement à risque. Et si on connaît, on peut être bénéfique pour la société. Reste le côté répressif. Il doit y être. Obligatoirement. Parce que l'être humain, il est comme ça. Le bon Dieu, il châtie et il récompense. C'est tout à fait normal. Voilà. C'est la vie, c'est la nature de la vie d'ailleurs. Ouais. Donc automatiquement, celui qui dépasse ses limites, il doit être Ah oui. réglementé, il doit être limité dans ses actions. Le seul et l'unique moyen, je le dis, je le redis, c'est la société, c'est l'individu, c'est le citoyen qui va donner un sens à cette épidémie. C'est lui qui doit la bloquer ou la propager. Voilà, il faut le c'est dire. lui qui gère cette courbe épidémique. S'il se comporte correctement, les mesures préventives, automatiquement, il y aura une chute, une décroissance de la courbe, il n'y aura pas de cas. Je pense que, je répète, que l'acmé, c'est-à-dire le sommet de cette deuxième vague, n'est pas encore atteint. On ne sait pas. On sait pas. Il faut le dire. Il faut dire. On est au 5e jour de plus de 1000 cas. De plus de 1000 cas, et ça ne semble pas s'arrêter. Tout à fait. Surtout qu'il faut dire qu'actuellement, on est en période hivernale, donc ça veut dire qu'il fait plus froid, ça veut dire qu'il y a plus de risques. On prend froid, on peut attraper la Covid. Parce que maintenant, c'est vrai que si on a un écoulement nasal, si on a une petite toux, ça peut être une grippe saisonnière aussi. Mais cliniquement, on ne peut pas faire la différence. Hein. Cliniquement, on ne peut pas faire la différence entre une grippe et une Covid. Même sur le plan radiologique. Il n'y a que la biologie qui tranche. Il n'y a que la PCR qui tranche. Donc, automatiquement, tout individu qui a une grippe, il peut, d'abord, si on a une grippe, on est une personne à risque, Covid. Oui, bien sûr, parce qu'on on peut contaminer les autres. La situation. Donc, il vaut mieux être prudent. Et je crois, sûreté et sécurité, c'est-à-dire prévention et mère de sûreté. Oui. Hein? Donc, je pense qu'à tous les niveaux, on est responsable. Chacun, un directeur est responsable, un enseignant est responsable pour. Je crois que la responsabilité déjà elle est individuelle. Et puis c'est vrai qu'on ne peut pas, et puis il faut le dire,
On ne peut pas fermer les écoles, on ne peut pas... Il faut Impossible. continuer à vivre, il faut Impossible. s'accommoder, Impossible. mais avec ces mesures barrières. Impossible. Il faut le dire. Impossible. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. On ne peut pas continuer. Impossible de fermer. On est au 10e mois. Oui. Imaginez-vous, Smaïn, si on a fermé pendant 10 mois. Déjà, sur le plan économique, on est Ouais, il faut le à dire. terre. Hein, ouais. Toute la planète, pas seulement... toute la planète. Ouais. Aux petits commerçants qui demandent l'ouverture, on le voit longtemps chaque jour. Le petit coiffeur, le petit... Les petits métiers, comme on dit. métier, il vous dit, moi je dois travailler. Comment fermer l'école? C'est pas normal. Non, au C'est contraire. pas normal, Il faut juste prendre, puis c'est des mesures barrières. Il faut et partout. respecter les protocoles. Voilà. Il ne faut pas avoir des attitudes et des comportements à risque. D'accord? Et comme ça, on peut surmonter cette période pénible, difficile pour tout le monde. Et il faut dire que c'est une période cruciale de la pandémie. Oui, tout et à on fait. n'en cessera jamais de le répéter, de dire qu'il faut rester vigilant, attention, plus que... il faut être attentif. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire enfin, on a donné les recommandations, Oui. c'est-à-dire, bon, ne pas se laisser aller. Ce relâchement, il est très pénible pour les médecins, puisque plus les citoyens se relâchent, plus les hôpitaux sont surchargés et plus, voilà, on ne peut pas prendre tout le monde en charge, il faut le dire. Je pense que la guerre Covid actuellement est dans le camp de la société, dans le camp Du citoyen, comportement, oui. du citoyen, parce qu'au-delà de la prévention, il ne reste que le curatif. Le traitement curatif, c'est de l'oxygène actuellement. Oui. Et avec le petit protocole symptomatique, azithromycine, etc. Mais il faut dire aussi que ce petit protocole a sauvé des vies. Ah, tout à fait, tout à fait. Il faut tout le à fait, dire. tout à fait. Heureusement que Tout à fait, notre tout à fait, pays tout à a fait, d'emblée tout à fait, tout à fait. validé ce protocole Tout à fait. et depuis, il donne des résultats miracles, même si ce n'est pas le... Même il y avait des réticences par rapport à Beaucoup de l'OMS, réticences, ouais. ce protocole n'est pas, surtout l'hydroxychloroquine, alors qu'en Algérie, on n'a pas cessé, on a travaillé avec jusqu'à maintenant, alhamdoulilah. Et on espère que le citoyen, avec une conscience, avec une connaissance, il peut juguler cette situation dure et durable depuis 10 mois. Comme à la mosquée, là où tout le monde a constaté que le protocole sanitaire est respecté, non pas 100%, mais à 1000%. On avait des craintes, il faut le dire, mais finalement, non. Tout à fait. Je l'avais dit dans une de nos émissions, oui. émission avec Mohamed, Oui. que la mosquée, l'ouverture de la mosquée, la fermeture de la mosquée est entre les mains des croyants. Des croyants. Voilà. Si vous voulez que votre mosquée reste Ouverte, ouverte, il faut rester... respectée, oui. venez avec Zarbia, le masque, le gel, tout ce qui s'ensuit, et vous allez avoir votre mosquée tout le temps ouverte pour les différentes prières. La même chose dans la société, la même chose dans la ville. Je pense que si le citoyen veut préserver sa ville et éviter les catastrophes au niveau des hôpitaux, c'est à lui de se comporter convenablement, correctement, en respectant les mesures et les protocoles. Et je pense que c'est un acte de citoyenneté, de civisme et de, c'est-à-dire même dans la religion musulmane. Oui, bien sûr. Musulmane. La darar ou la dirar. On ne peut pas être contaminateur Oui. et dire que je suis musulman. Non, je Non. regrette infiniment. Quand on est malade, on reste chez Voilà. soi, on ne va Voilà. pas à la mosquée, on à fait. essaye d'éviter les regroupements. Tout Mais à fait, d'abord, tout à fait. pour guérir, il faut se reposer et puis surtout, eh bien, jouer la prévention, c'est-à-dire ne pas aller vers les autres. Et ça, c'est important de le dire. Alors, juste pour terminer, est-ce que Constantine est devenu un cluster? Bon, il faut dire un foyer... Oui, vu les résultats, il y a des clusters. Hein. Il y a des clusters dans des quartiers, il y a des clusters dans... Même on a assisté à un temps avant, c'est-à-dire il y a des clusters au niveau de la poste, au niveau de la PC, au niveau, même au lieu des clusters professionnels, des clusters... Oui. Mais essentiellement, c'est des clusters de famille. Là où il y a un cas, il y a toujours Oui. 3, 4, 5 autour qui sont symptomatiques sans dire que les autres sont asymptomatiques. C'est-à-dire qu'il y a toujours des clusters. Et j'espère qu'on aura une idée sur cette répartition géospatiale des clusters en Algérie, avec M. Belhoussine qui est en train de... Et il faut dire qu'il y a des études qui sont faites Voilà. pour justement déterminer, parce que Suivre les les cas premiers et les indices
disent que c'est des regroupements familiaux. Il n'y a pas à dire. C'est soit un enterrement, soit une fête, soit un mariage, regroupement. Je vais aller au-delà de ça. C'est-à-dire que le Jeish al-Abyad qui m'a l'armée blanche. Voilà, d'accord. La plupart des contaminations, c'est pas à l'hôpital. C'est dans la communauté, oui, bien sûr, il faut le dire. C'est-à-dire que les médecins ne sont pas touchés sur leur lieu de travail. Oui, bien sûr. Médecin, le corps médical, paramédical. Si on est dedans, on est protégé, on a nos prédispositions. Vous avez les blouses, voilà, les trucs, les masques, adéquats. Protection individuelle, donc automatiquement. Mais on se relâche, on est à la maison, dans la rue. Et là, c'est le lieu de contamination le plus dangereux, le plus à risque, tout simplement. La rue reste le premier... oui, tout à fait. Tout regroupement est source de cluster, je le dis. Donc tout regroupement est source de cluster. Et le cluster, vous savez, dans une fête, les gens viennent d'autres wilayas, d'autres cités, voilà. La contamination se fait, puis la dissémination, et vous voyez qu'on est à... Un millier de cas, voilà. Seulement parce que, c'est vrai que on ne fait plus attention. Alors, comment peut-on terminer notre débat? Peut-être en attirant encore une fois l'attention? Peut-être en tirant la sonnette d'alarme? Est-ce qu'il faut crier? Est-ce qu'il faut choquer? Je ne sais pas. À vous de conclure, professeur. Tout à fait. Il faut toujours rester sûr. Il n'y a que la prévention qui va sauver la situation. Le port de masque, c'est une obligation. On porte un masque comme on porte une veste. C'est pour se protéger. Comme on porte une ceinture de sécurité dans un véhicule. C'est une obligation. Et je pense que le côté répressif, doit jouer son rôle. Voilà. Le côté on va dire arrêtons d'être gentil, il faut passer voilà. Quelqu'un qui ne comprend pas d'une manière didactique et pédagogique, il vaut mieux le mettre dans le Je crois qu'on a assez sensibilisé. Oui. Il faut réprimer. Dis-moi de sensibilisation, je pense qu'il faut passer à l'autre côté pas de regroupement. Strictement interdit. Même dernièrement, il y a 2 jours, où il y a une note, là on ne doit pas faire des réunions. On doit communiquer par téléphone, faire des trucs surtout, à distance. Aujourd'hui, l'éthique existe, les technologies de l'information et de communication, on peut communiquer avec tout le monde. Il faut les utiliser, sans omettre l'hygiène. L'hygiène. Il faut faire attention parce qu'on est tout le temps... On avait dit un certain temps que l'être humain touche son visage plus de 60 fois par minute. Donc, automatiquement, on peut toucher n'importe quelle surface sur laquelle il y a le coronavirus et on peut le faire passer par la bouche, par le nez, par les yeux. Et là, je pense que c'est pour cette raison qu'on évite de toucher la main d'emblée. Il faut toujours être distant. C'est la meilleure manière de se protéger et protéger son environnement, sa famille, ses proches et la société par... c'est être vigilant. Voilà. Restons vigilants, continuons à nous préserver en préservant les autres, c'est-à-dire en respectant les mesures barrières, se laver les mains, mettre un masque et la distance sociale, la distance physique. Il ne faut pas se rapprocher, il faut éviter pour un moment le temps est bien de passer cette pandémie. Merci professeur Bossoff d'avoir été là. J'espère qu'on se retrouvera mais sous de meilleurs auspices. Je l'espère. Inch'Allah. Je l'espère que les médias font leur rôle. C'est-à-dire, surtout dans un contexte pareil, où c'est toujours à la hauteur, je pense. Je crois qu'on a été au-devant de la scène depuis le début de la pandémie. On n'a pas arrêté jusqu'à maintenant. Mais bon, peut-être que ça ne suffit pas, il faut se mobiliser encore plus. Le dernier mot. Oui, bien sûr. La guerre, c'est d'or, c'est pas l'hôpital. Voilà. C'est le citoyen. Vous voulez qu'on sauve l'Algérie? Soyons vigilants, portons nos masques, soyons distants et soyons propres. Tout simplement. C'est un acte de civisme et c'est un acte salvateur. L'hôpital, si on arrive à l'hôpital, c'est un échec de la prévention. C'est un échec de la prévention, c'est un échec de la prévention. Merci. Je crois que le message est court, simple, précis.
arrêtons d'aller à l'hôpital et en suivant ces mesures barrières. Merci professeur Bossoff. Nadir, je rappelle que vous êtes responsable, chef de service épidémiologie au CHU de Constantine. Vous nous avez éclairé, vous avez donné des conseils. J'espère que les citoyens seront réceptifs. Nous, on continue bien sûr dans notre vague de sensibilisation et de communication avec cette chanson de Cheb Dedine. Voilà, il n'y a pas de moyen, voilà. واحد ما يغلطك ابقى في دارك هذا مرض صعيب للموت راه يدي حافظ على عيدتك الوقاية سلامتك يا حتى يجي نهار يفرج في ربي واحد ما يغلطك ابقى في دارك هذا وباء صعيب للموت راه يبدي حافظ على عيدتك بالوقاية سلامتك يا حتى يجي نهار يفرج في ربي بخاطير ممنع الكبير الصغير على غني لفقير مكة حتى تدبير والشدة في ربي خيري هذا وبا خطير ممنع الكبير الصغير على غني لفقير مكة حتى تدبير والشدة في ربي خيري واحد ما يغلطك ابقى في دارك هذا وباء صعيب وللموت راه يدي يا حافظ على عيتك زيد وصي جارك يا حتى يجي نهار يفرج فيه ربي سبب في عذابنا بكينا واخطف احبابنا غبنا وجوع عيلاتنا يا ربي تقبل دعانا ونولو عايشين هانينا كورونا سبب في عذابنا بكينا واخطف احبابنا جوع عيلاتنا يا ربي تقبل دعانا ونولو عايشين هانينا ابقى في دارك واحد ما يغلطك هذا مرض صعيب للموت راه يدي وحافظ على عيتك الوقاية سلامتك حتى يجي نهار يفرج فيه ربي مازال املنا كبير هذا المرض علينا يسير اللي قمنا نتعاونوا في التوعية نضامنوا كلها شي يقدر يدينا Voilà, c'était le message aussi, parce qu'il faut passer les messages en chanson et puis continuer à sensibiliser les citoyens sur la vigilance et puis ce que l'on doit faire pour bien, essayer de stopper cette deuxième vague qui est encore plus virulente que la première. Donc il faut faire attention et
toujours continuer à respecter les mesures barrières. Alors, deuxième partie du Bonjour d'Algérie à partir de Constantine. Nous recevons le docteur Ali Abdelnorm, non pas pour parler médecine, mais pour parler de solidarité, puisqu'il est le président du comité de wilaya du Croissant Rouge algérien. Il est membre aussi du comité national. Marhaba bik, docteur, merci d'être là. Oui, merci pour l'invitation. C'est la moindre des choses, parce que le Croissant Rouge algérien, actif, très actif sur le terrain, il faut le dire, d'abord surtout en cette période de pandémie, et je crois qu'il a un grand rôle à jouer en matière de solidarité. Alors, quelles sont les actions que vous avez faites depuis le début du mois de mars, parce que ça fait... Tout à fait. D'abord, l'action du Croissant Rouge algérien dans la crise sanitaire qui est la pandémie du Covid-19 a commencé très tôt, au mois de janvier 2020, au lendemain de la déclaration des premiers cas en Chine. D'abord, c'était une action à l'échelle internationale parce qu'on était sollicité par la Société internationale des Croix et Croissants Rouges pour participer activement à des conférences à partir de Montréal, de Beyrouth, pour élaborer des programmes de sensibilisation et de communication et mettre au point les premiers gestes pour lutter contre la propagation et la circulation du virus. Notre action sur le terrain a commencé aussi très très tôt, peut-être 2 à 3 mois avant la déclaration du premier cas en Algérie. D'accord. Et nous avons commencé bien entendu par la sensibilisation. La sensibilisation, et il faut dire que malgré tous les efforts que l'on fait en matière de sensibilisation, il y a encore des malades. Et ce que disait le professeur Bossoff avant vous, c'est que chaque malade qui vient à l'hôpital, c'est un échec en matière de sensibilisation. Pourquoi la sensibilisation ? La sensibilisation parce que nous avons affaire à une maladie qui est nouvelle, qui n'est pas connue, une maladie qui est... Qu'on ne voit pas, invisible. Une maladie qui est hautement contagieuse et potentiellement mortelle. Oui. Une maladie qui n'a pas de traitement spécifique, une maladie qui n'a pas de vaccin, parce qu'il ne faut pas encore parler de vaccin. Le vaccin, on va le laisser, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Pour le moment, il n'y a pas de vaccin. Donc la seule arme que nous possédons, la seule arme que nous avons entre les mains, c'est la prévention. Et pour avoir la prévention, il faut sensibiliser la population parce que c'est la société et c'est les gens qui vont transmettre et qui vont faire circuler ce virus. Oui. Donc moi, j'insiste énormément et je fais appel à tous les acteurs de la société civile pour persévérer inlassablement dans la sensibilisation. Oui. Parce que c'est l'unique et la seule arme que nous possédons. Nous n'avons pas d'autres moyens. Voilà. Pas d'autres moyens. C'est une maladie qui n'a pas de traitement spécifique, qui n'a pas de vaccin. D'autant plus qu'on a une grande partie dans notre société qui est très réfractaire. Il y a des gens qui font un véritable déni de la maladie. Oui, il y a des inconscients. Il y a des gens qui transgressent les lois. Oui, il faut le dire. Hein. Donc, il faut la solidarité de tous pour pouvoir surmonter cette crise. Et c'est pour ça qu'il faut impliquer les syndicats, il faut impliquer les associations la société civile, des professionnels. Oui. Et tout le monde doit être impliqué. Tout le monde, et ces gens-là qui sont réfractaires, on doit les convaincre, on doit les vaincre et les convaincre. Oui, voilà. Ça c'est une double mission, vaincre et convaincre. Donc, parce que s'il reste des éléments de la société qui continuent à faire circuler ce virus, le résultat n'est pas pour demain. Hein. Oui, c'est vrai que surtout en cette période où on a une grande recrudescence, on parle de deuxième vague. Particulièrement, on assiste à une ascension de contamination qui est alarmante, inquiétante. Moi, je crois qu'il est temps de passer à responsabiliser et à demander des comptes à ces gens qui continuent
désolidariser. Et il faut être répressif. Donc voilà, il faut être répressif, coercitif. il faut des Voilà. mesures coercitives, il faut sanctionner. Moi je prends l'exemple des grandes surfaces commerciales. Au moment où il y a des commerces qui ont été fermés, eux, ils ont été autorisés, mais avec un engagement de faire respecter La distanciation. les mesures les mesures barrières. les mesures barrières. Mais ils ne l'ont pas fait jusqu'à ce jour. Moi, j'ai vu une anarchie totale. Il faut rendre le propriétaire responsable du manquement des clients. Parce que lui, il a le droit de refuser l'accès dans son établissement de quelqu'un qui ne porte pas le masque, oui. ou qui le porte très mal. Parce que le masque sur le cou... le masque, oui, moi j'ai demandé ou sur le des front, gens où est le masque. Ça ne sert à rien du tout. Il me dit, il est dans la voiture, il est dans la poche. Il protège la voiture, pas le fil. Voilà. Bon, ça c'est juste pour rigoler. ouais. Mais sinon, sur le terrain, le Croissant Rouge, parce que je crois que vous avez un grand rôle à jouer, surtout parce que la pandémie, il y a aussi une crise économique. D'abord, la première action, c'était la sensibilisation. Ouais. La deuxième action, c'est, vous savez, nous, on a des centres de formation professionnelle, on les a mobilisés pour la confection de, moi j'aime pas le mot bavette, de masques de protection, oui, voilà, qui sont conformes aux normes internationales parce que nous détenons un certificat de conformité. Très bien. Voilà. C'est des masques qui sont qu'on peut utiliser jusqu'à 4 semaines, ils sont lavables, stérilisables. Ah, très bien. Ah oui, donc, ça rentre dans le cadre de la lutte contre la propagation. Troisièmement, nous avons des brigades de désinfection qui sillonnent la ville, dans les différentes institutions, dans les places publiques. Et quatrièmement, nous avons instauré une cellule de soutien psychologique aux malades qui ont eu le Covid et également pour leur famille. Alors, il faut nous expliquer cette assistance psychologique pour les malades. Vous savez que la maladie du Covid est suivie d'une convalescence qui peut être très longue et qui peut comporter des séquelles. Oui. Donc, c'est des gens qui ont besoin d'un soutien. Ouais, qui ont besoin de parler. Ça se passe dans tous les pays du monde, comme ça se passe dans tous les pays du monde. En Algérie, au niveau des 48 wilayas, il y a des cellules de soutien psychologique pour les malades du Covid. Oui, et c'est important de soutenir. Il faut dire que quand on est touché, on est malade. Et puis, c'est vrai qu'on ne parle que des conséquences physiques de la maladie, mais aussi des conséquences psychologiques, parce que ça laisse des séquelles, le fait de se sentir malade. Et puis, voilà, il y a des dépressions, il faut le dire. Voilà. Alors, bien sûr, nous sommes une association à caractère humanitaire, donc on doit apporter un soutien pour les nécessiteux. Oui. C'est déjà un acte humanitaire. Notre soutien, il consiste en des colis de produits alimentaires et des colis de produits d'hygiène et d'entretien. Eau de javel, grésil, savon liquide, des gants. Voilà, que vous distribuez, bien sûr, il faut le dire, gratuitement, à qui de droit. D'abord, on a des familles qui sont recensées chez nous. Régulièrement, c'est les nécessiteux traditionnels. On les connaît, on leur distribue. Deuxièmement, il y a une autre catégorie qui a été recensée, créée par la Covid. Par la Covid, c'est des gens qui ont perdu leur travail, c'est des petits artisans, les gens qui travaillent dans des sociétés qui ont fermé. Alors, c'est des gens qui ont basculé dans la pauvreté. Oui. Et on est en train de les aider. On est en train ensuite, il y a ce qu'on appelle l'aide directe. C'est des gens qui viennent nous demander, on ne les connaît pas, ils ne sont pas recensés, ils viennent nous solliciter. Ça, c'est l'aide directe. Et puis, on fait des sorties dans les zones démunies pour aider les familles et pour aider les écoles qui se situent dans les régions. Les zones d'ombre, comme on dit, démunies, ceux qui sont éloignés de la ville, qu'on ne voit pas. Mais qui sont tout aussi nécessiteux que les... Voilà. On va juste se reposer un peu parce que nous aussi on doit vivre, on a besoin de publicité, donc voilà. Allez, petite pause réclame et on revient.
enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Voilà, nous continuons à parler de solidarité avec le docteur Ali Abdelnour. Je vous rappelle qu'il est président du comité de wilaya du Croissant Rouge algérien, membre aussi du comité national et qui est très actif sur le terrain parce que surtout la période, eh bien, le veut, le sollicite. Les gens nécessiteux sont de plus en plus nombreux. Oui, ça, c'est l'une des conséquences économiques de la Covid. C'est vrai que vous recevez énormément de gens qui viennent vous demander de l'aide, il faut le dire. Qui étaient auparavant des gens et qui eux-mêmes étaient des sources, qui étaient des donateurs, des bienfaiteurs. Voilà, maintenant, ils sont demandeurs et là, c'est difficile à gérer quand même, docteur. C'est difficile à gérer tout ce flux. C'est difficile, c'est très difficile. Même les gens qui étaient vraiment à l'aise et qui ont un peu basculé, ils ont du mal à venir nous demander. Ouais. Bon, ceux qui viennent de leur propre acte, parce qu'ils ont. Mais certains qui vont dire comment vous allez faire pour ces gens? C'est déjà quand on l'a reçu, parce que vous avez une catégorie, les artistes, ils en souffrent, ce qu'on appelle les intermittents du spectacle. Du spectacle, oui, nous en avons un peu, c'est vrai. Ils ne sont pas assurés, n'ont pas de couverture sociale. Et ça fait bientôt 10 mois. 10 mois sans spectacle. Avec les mariages et les fêtes, ça n'existe plus. Vrai, eh bien, ils sont dans le besoin total. Et quand on reçoit quelqu'un, il va nous parler d'autres gens, d'autres personnes. Là, on va les contacter, on va essayer de les aider. Ouais. Sinon, sur un plan aussi, il reste votre programme, on va dire, habituel, puis il y a la rentrée scolaire, vous participez aussi, vos actions en faveur des orphelins, ça continue, ça ne s'arrête pas. Oui, l'action de Sana, elle n'est pas occasionnelle, l'action de Sana, c'est toute l'année. C'est traditionnel, on va dire. C'est traditionnel. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner. Si vous allez dans la rue, vous parlez du Croissant Rouge, il l'assimile au couffin du Ramadan. Alors que c'est pas vrai. Vous savez, nous avons 3 centres de formation professionnelle. Un centre destiné aux femmes vulnérables, les femmes divorcées, les femmes veuves, qui n'ont pas de revenus, qui ont des enfants à charge. On leur a créé un centre de formation avec le soutien de la Croix-Rouge espagnole, qui l'ont bien équipé, et on leur donne un pécule. Et le stage est soldé par un diplôme qui est reconnu par la formation professionnelle. Et comme ça, ils vont rentrer dans le monde du travail et ne vont plus être demandeurs. On a un centre de formation. Et vous formez quoi? La couture? La couture et la couture, la broderie, la coiffure, la pâtisserie, il y a tout. Il y a une autre école pour les jeunes filles qui sont exclues du système éducatif. Donc, on les récupère, ils font de la formation, les mêmes thèmes. Et on a une autre école, c'est l'école des sourdes muettes. C'est la seule en Algérie, d'ailleurs, au niveau des 48 wilayas. Ils font un travail extraordinaire, un travail artistique, de la peinture sur soie, de la confection traditionnelle, de la broderie. Elle est unique en Algérie. Tout ça, oui. Et tout ça, c'est le Croissant Rouge. Pour jeunes filles sourdes. Sourdes et muettes, oui. Et nous avons ce qu'on appelle un centre qui se charge d'une cellule de RLF, de recherche dans l'intérêt des familles pour les personnes disparues, notamment avec le nouveau phénomène des haragas. Oui, c'est vrai que vous aidez quand même. On essaie de mettre les familles avec... en relation avec des personnes qui sont en prison à l'étranger, des personnes disparues. Vous essayez de trouver, vous les aidez à retrouver la trace. Et ça, c'est faut dire que c'est d'autres. C'est une cellule au niveau du Croissant Rouge. Donc les activités, elles
Elles sont énormes. Nous disposons d'un centre de santé et de médico-psychologique, consultation de psychologie, consultation médicale, une pharmacie pour les gens nécessiteux. Et aussi, vous faites des formations de secourisme. Ça, alors, le secourisme, ça c'est une autre histoire. Le secourisme, oui, parce que, Constantine, c'est le pionnier. Ouais. Vous savez que le bureau du Croissant Rouge algérien de Constantine existe depuis 1962. Depuis au lendemain de l'indépendance. Voilà, c'est l'un des premiers pionniers. La première école de secourisme, c'est moi, je la connaissais depuis longtemps, mais elle active toujours le secourisme, voilà, l'école de secourisme. Ça, c'est tout à l'honneur du Croissant Rouge algérien. Je sais qu'il fait d'énormes... Je sais que vous avez beaucoup de boulot en ce moment, surtout... Et vous savez, nous avons aussi comment on appelle ça, le préscolaire. Oui. Hadana. Voilà. Hadana. Nous avons les deux plus grandes... Non, on ne parle pas de crèche, on parle de jardin d'enfants. Jardin d'enfants. Parce qu'on accepte des enfants de 3 à 5 ans, c'est du préscolaire. Et qu'ils ont des programmes. D'ailleurs, les premières jardinières, ils ont fait la formation à Lausanne, en Suisse. Parce qu'à l'époque, c'était la Croix-Rouge française, la Croix-Rouge suisse. Il faut dire que vous avez des accords... Les années 60 qui nous ont vraiment soutenus. Vous avez des accords internationaux qui vous permettent... Et on avait créé la première école en Algérie de formation des puéricultrices. Et c'est quand même... Et qui était régionale et qui est devenue nationale. Et le travail continue, surtout en cette période de Covid. Ça alors malgré le Covid, si vous voulez, on retourne un peu au Covid. Oui, bien sûr. Moi, je pense que pour gérer une crise d'une telle ampleur, il faut se fixer d'abord un objectif. Il faut recenser les causes qui favorisent la circulation. On le sait, c'est les regroupements, et proposer des solutions, bien sûr. L'objectif, c'est limiter la circulation du virus. Et pour la limiter, il faut sensibiliser. Il faut la participation de tous, il faut que la population soit consciente. Il faut convaincre cette catégorie qui ne marche pas. Donc, les sources sont bien identifiées. Les sources, c'est ces personnes qui refusent de participer. C'est les centres commerciaux. Voilà. Il faut sévir par des sanctions. Quelqu'un qui a un engagement, qui a des obligations, on le laisse travailler, mais on lui dit à condition de respecter, et qui ne respecte pas, il faut lui fermer. Il faut les fermetures. J'ai compris qu'il faut réprimer. Il faut réprimer. Je crois que c'est vrai que nous sommes arrivés à un stade où nous ne pouvons plus s'arrêter à la sensibilisation. On est en train de voir. Voilà. Mais entre-temps, il y a les hôpitaux qui sont dépassés, les médecins qui souffrent. Quand je parle de médecins, je parle du corps médical. Du corps médical et paramédical. Les moyens sont limités, les gens sont dépassés, il faut les aider. Pourquoi être tolérant avec quelqu'un qui transgresse la loi pour mettre la vie des autres en danger? Non. Voilà. Alors que les lois existent. Surtout que nous parlons de maladies qui potentiellement, comme vous le disiez, mortels. Il y a les regroupements familiaux qui sont de véritables clusters potentiels. Il y a des lois qui les interdisent. Il y a des lois, les célébrations mortuaires, les mariages. Moi, je pense que quand on va faire un acte de mariage, ils signent un papier qui dit qu'ils ne doivent pas... Un engagement. Sinon, il a une pénalité de 30 000 dinars. Pourquoi être tolérant avec ces gens? Les gens qui font du mal aux autres, mais je crois que il faut appliquer la loi. C'est vrai qu'il faut être répressif, mais aussi, il faut que le citoyen soit à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur. Donc, il faut peut-être continuer. Le citoyen qui est à la hauteur, le commerçant qui est à la hauteur. Moi, je le félicite et je l'encourage. On ne peut pas dire que tous les commerçants sont désengagés. Il y a des commerçants qui ont des petits commerces, qui font la barrière, qui respectent. Et qui sont respectueux des mesures. Parce qu'il y a le propriétaire. Il faut le rendre responsable du manquement du client. Un client qui ne porte pas la bavette, où il est en droit de ne pas lui permettre d'accéder. Donc, on est à ce stade. La sensibilisation, elle n'a pas suffi. Voilà. Il faut passer... Les résultats sont là. On voit l'ascension de la courbe. Voilà.
Et même il y a une loi qui oblige le masque dans les endroits confinés, dans les marchés couverts. Il faut sanctionner les gens. Pourquoi tolérer? Il faut sanctionner. Parce que si on touche à la poche, je crois que oui, tout le monde, voilà. Vous pouvez être sûr qu'il ne va pas recommencer. Allez, on va conclure, on va conclure cette deuxième partie par un dernier mot. Je vous laisse le soin de conclure, Dr Ali Abdelnour, parce que je crois que c'est vrai, on a sensibilisé, on a maintenant, il faut, je crois, réprimander pour avoir des résultats. Un dernier mot. J'ai dit que la sensibilisation et la prévention, c'est la seule arme dont nous disposons. Il faut nous mobiliser. Tous les acteurs de la société civile doivent se mobiliser dans ce sens pour convaincre les derniers récalcitrants et pour convaincre cette partie de la société qui se met à l'écart et qui peut porter danger aux autres. On a une deuxième arme qui est la loi. Il faut appliquer la loi, il faut sanctionner et j'espère que c'est sauf par ces moyens qu'on va aboutir à des résultats. Inch'Allah, j'espère qu'on aura des résultats probants. Merci Dr Ali Abdelnour. Je rappelle que vous êtes président du comité local comité de Wilaya du Croissant Rouge et vous êtes aussi membre du comité national. Voilà, merci d'avoir été notre invité durant cette matinée sur ce plateau du Bonjour d'Algérie. Nous, on va rendre un hommage à un grand commentateur qui est à la retraite, quelqu'un que l'on n'entend plus à la radio. Je pense que vous connaissez Tahar Goun. Oui. Voilà, donc Tahar Goun qui a quitté les ondes et aussi la presse écrite. Donc il est en train de savourer sa retraite. Il a fait beaucoup de sport aussi. Oui, énormément de sport. On l'a connu sur les terrains. Tahar Goun, temps et score, on l'a vécu pendant des décades, pas seulement des années. Voilà, je me suis rendu bien chez lui. Je suis revenu avec cet entretien qui, j'espère, vous plaira. Une manière aussi de rendre hommage à tous ceux que l'on ne voit plus, que l'on n'écoute plus qu'on ne voit plus sur l'antenne. Il a 70 ans aujourd'hui, qu'il a, disons, 44 ans de presse confondue, presse écrite et la radio. Donc j'ai commencé par la presse écrite, mais avant, je suis dans l'obligation de vous dire que j'ai fait toutes les formations sportives avant d'aller vers le côté presse. D'abord, tout jeune, en 69, j'étais à Seraidi, le CREPS, donc centre régional à Seraidi, où j'ai fait une maîtrise d'éducation physique et sportive. Juste après les 2 années de formation, on est passé au CNEPS de Ben Aknoun. Et là, c'est avec beaucoup de plaisir que j'évoque le nom de CNEPS de Ben Aknoun. En football, je vous dirais que je me souviens encore, enfin, la première promotion que j'avais côtoyée, c'était la promotion de Tikenouine. Après Tikenouine, c'était la promotion de Rabah Saadan. Et après arrive la promotion Tiaï, qui était avec nous, où on a travaillé vraiment ensemble pendant 3 années. Je citerai entre autres, je sais pas moi, Saadi Nourdin, qui était dans notre promotion. Je citerai Zikri Houssine, l'ancien DTS de Batna, qui était dans notre promotion. Je citerai Arbi Mahdawi, qui est aussi Abdelrahman de notre formation. En athlétisme, sans commentaire, je vous cite Ben Saad, le quadruple champion d'Afrique des 400 mètres. Je vous citerai Rahoui Boualem, nos commandes. Du sport. Au journalisme, il n'y avait qu'un petit pas à faire. Pourquoi?
Parce que moi, je me trouvais à l'armée à Alger, j'avais fait un papier. C'était la finale de la Coupe d'Algérie, Mouldia d'Alger, Moque de Constantine. 75-76 Sahit. J'avais fait un papier que j'ai envoyé en tant que lecteur. Ah d'accord. Je l'ai envoyé l'Hadef. L'Hadef en possession du papier. Je salue donc Rabbi Tawalfi Amro Mansri. Il a reçu le papier. La réunion de travail, il leur a dit, bon, la centrale de ce numéro, c'est la finale de la Coupe d'Algérie, je la prends. Là. Et on me dit, qu'est-ce qu'il va faire la centrale? La centrale, c'est la page la plus importante, la finale. Mais j'ai fait la centrale sur 2 pages. Mansri avait rédigé Milfouk la présentation du papier en disant reconnaissance et respect à notre jeune auditeur, lecteur Taragoun, pour son papier, etc. Et là, les gens ont commencé à chercher je connais ça. Et c'est de là que je suis parti. Dès que il y avait une petite rivalité. Le Hadef. Le Moujahid, je suis parti de Moujahid. Le Moujahid, j'ai commencé avec Salim Sbah, avec Bournin, Rabbi Rahmou. Pour ce qui est de la radio, j'ai eu la visite à Kahlouch qui était à la télévision technique. Et comme on avait un lien de parenté, il m'a dit, parce que tu es dans le sport, وقريتو سبور في الجزائر في عنابه في وهران كذا علاش ما توليش كومونتي معنا لا شان 3 قلت له انا لا شان 3 سوي فيدال ايكوتور اوديتور يعني دبي لونطون مي جو سي با المفيد جاني ان سامدي في الليل قال لي غدوه نخدموا في عين البيضاء ديريكتومون غدوه قال لي تروح معايا ونعت لك الماتريال الميكرو كذا بيت ليل كامل ونشهد ونستغفر كومون سا فا سباسي لو لوندومان جو مشي ريتروفي جو مسويان تري بيان سيتي عين البيضاء ماسكارا افيك ان تو جونو جوار في النص فينومينال كي نوتر كو الاخضر باللومي شاد لي بوفروا كي تي على سونترال في بلاصه جبور دركا il m'appelle في لا كونفيرس il me dit bienvenue, la chaîne 3, etc. Il dit, bon, tu suis. Il dit, je vais commencer par les autres, on va dire qui est femme. Tu interviens. Je dis, bon, ça, je suis habitué, il n'y a pas de problème. Elle m'a fait. On a commencé le match. Bien sûr, le track avec Ammar Bzour. Je me souviens, à titre d'anecdote, c'est que Ain Bayda avait ouvert le score. Non, Mascara avait ouvert le score sur un penalty. Il m'appelle, je lui dis score 1-0, but de Flan, salam alaikum, khlas. Il dit, Taragoun, le but, comment il a été marqué? Quand le bon, c'est suite à un penalty, etc. Ah bon, il dit l'action du penalty. Donc imaginez ce que ça a fait, ça a pataugé, etc. Mais ça s'est bien passé. Je suis allé parce qu'on n'a jamais eu la chance de visiter, par exemple, un studio, de voir comment travaillent les journalistes. Donc on a été jeté directement en pâture, entre guillemets. Mais, alhamdoulilah, c'était la bonne école, l'école de la vie. Respect aux dirigeants qui étaient à l'époque. Parce que tout le monde parle de moyens. Mais il n'y avait aucun moyen. Il y avait un minimum de moyens. Il y avait une qualité footballistique, une qualité... Même le football actuel, il a perdu un petit peu le côté amical, le côté respect, le côté... Les gens calculent, les gens veulent se... Je garde uniquement le côté positif. On s'est fait un nom, on a été respecté, on a des amis, même si amis, qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire que la période où on se sent seul, il ne reste qu'un minimum d'amis, c'est-à-dire que كنا حاطينهم في قفة والقفة كانت مقعرة وفي المزير قاعدين يطيحوا وقعدوا فريمون ils se reconnaîtront d'eux-mêmes parce que كي تعود كيما قال لك كي تكون واقف les gens ont besoin de toi tu es là mais أنا je suis pas comme ça Smaïn c'est un ami il sera aujourd'hui demain et après-demain mais respect pour les gens qui nous ont aidés respect pour les présidents de clubs qui nous ont facilité la tâche respect surtout le corps à la police nationale et moi j'ai toujours travaillé dans des conditions difficiles où on a évité n'importe quoi grâce à la police une carrière qui m'a bien remplie
Actuellement, il est en retraite, qui m'a dit, tranquille, avec la petite famille qui va vraiment bien. J'ai quand même aujourd'hui, qui m'a dit, 9 petits-enfants. كاين 4 عقون و5 بولمرقه وزيات. Donc je profite peut-être pour dire كما قال لك je les salue بالوحد والله بالوحد. On a sillonné tous les stades de l'Est algérien. On a vu beaucoup de matchs, on a vu beaucoup de souvenirs. On a vu des grands derbies à l'Est algérien. Taragoun, je l'ai vu comment il travaille. C'est un méticuleux dans son travail. Il arrive au stade le premier. Il sort le dernier. Après le départ de Chérif Zerwana, Daoud Antar, la génération de Farouk Bellaga, Hashmi Hamtaz, la génération de Taragoun, alors mon avis personnel, Taragoun, c'est le meilleur commentateur de l'Algérie. C'est le meilleur commentateur qu'a connu la Centrale. حاجة برك اللي سمعتها كان أنا نقدر نقولها سمعتها كان la politique de l'oubli. La politique de l'oubli, c'est vraiment un gars comme Tahar, 40 ans de micro. Et moi, j'étais présent quand il a appelé la chaîne 3 au service du sport pour qu'il va s'arrêter parce qu'il a un problème de santé. Oui, d'accord. Ils ont raccroché le téléphone jusqu'à aujourd'hui. Personne n'a sorti de sa santé. Mais c'est malheureux, c'est malheureux, c'est malheureux. طارق قلنا عرفتو نو اي برينون تقرا سيناتور ومن بعد تسمعوه في لا راديو. C'est quelqu'un qui te faisait déjà vivre le match avec des termes bien spécifiques, هكذا. Et après coup, on a eu la chance de le côtoyer, que tu vois, c'est une sommité ça. Mais avec une particularité, c'est qu'il était accessible par rapport, donc tu dis que tu صحفي كبير فهمني احنا نشوفوه فهمتني. Mais il était très accessible, très gentil, surtout avec nous. On venait de commencer, on avait pratiquement 24 ans, 23 ans. Même on tâtonnait, mais il a réussi à nous encadrer, nous encourager avec subtilité ou intelligence وديما يركادريك بلا ما ينهارك يركادريك يقول لك دي هذيك ما تجيش هذيك هكذا. On a appris dans le tas معاه بزاف حوايج à savoir كيفاش on prépare un match, les achats, après match, avant match, toujours يجي le terrain pendant la semaine. Donc on a appris dans le tas, mais c'est la bonne école. En dehors, il est égal à lui-même. Hein. C'est quelqu'un de vraiment très gentil, taquin, gsaïri, on ne sentait pas le temps passer. C'est un grand monsieur, grand professionnel. أحيي أستاذي ومعلمي بالدرجة الأولى لأنه له فضل علي كبير من خلال مسيرتي في الإذاعة كمعلق رياضي في الإذاعة الوطنية. ونتمنى ان هذه الالتفاته اولا نشكر محطه قسنطينه التلفزيون لانه من الاسماء التي يحق لنا ان نفتخر بها وان نقدرها وان نعترف بما قدمه للصحافه الرياضيه الوطنيه. Voilà, grand hommage à notre ami Tahar Agoun. Eh bien, je pense que ça rentre un peu dans la culture pour essayer de combattre cette culture de l'oubli. On n'oublie pas des gens qui nous ont marqués, n'est-ce pas, Rabih Lossif? C'est sûr. Bonjour, premièrement. C'est Ismaël, aux téléspectateurs qui nous regardent. Mais ça fait la 3e émission que je participe. C'est bien. Ce sont des choses que vraiment qui vont donner plus d'espoir aux jeunes qui vont venir. Oui. Parce qu'en regardant, en voyant les anciens, comment ils sont honorés, donc c'est bien. C'est une certaine reconnaissance aussi de gens qui nous ont guidés dans les premiers pas, parce qu'il faut dire, hein, quand on a commencé, on les a trouvés. Alors pourquoi aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, hier, c'était la journée internationale de la télévision, proclamée par l'UNESCO en 1996. Il faut dire que la télévision a un impact
extraordinaire sur la société, parce qu'il faut le dire qu'en tant que média lourd. Alors, pourquoi on a fait appel à vous, Rabih Lossif, vous en tant que psychologue, quel impact la télévision a-t-elle sur la psychologie du citoyen, sur la communauté? Avant de répondre à cette question, j'aimerais bien poser et répondre à une question au préalable. C'est pourquoi la journée internationale? Voilà, pourquoi. Pourquoi? Premièrement, l'UNESCO, c'est, quand on parle de l'UNESCO, c'est la culture, c'est l'éducation. Donc, qui dit éducation, des cultures. L'éducation, par définition, c'est quoi? C'est cette action exercée par la génération mûre, adulte, c'est la jeune génération, qui n'est pas encore mûre, qui n'est pas intégrée dans la vie sociale. Par le biais de quoi? Par le biais de la culture. Donc, la télévision est un moyen, qu'on le veuille ou pas, dans tous les temps. Elle est le moyen le plus sûr de transmettre cette culture. La société, par exemple, culture algérienne. Et la culture, par définition, c'est les traditions positives. Hein. On parle des traditions, des normes. La culture, c'est ça, y compris la religion. Oui. Parce que la télévision, je parle de la culture algérienne. Ouais. Non, la télévision a cette force d'avoir et l'image et le son, voilà, d'autant plus que nous avons une culture qui est transmissible oralement. Voilà. Par le biais, qui dit télévision dit image. Oui. Donc, cette image, c'est le... Vous voyez, je parle à un caméraman, à Hamza, en face de moi. Par le biais de cette caméra, il transmet, donc, il y a tout est un travail technique, donc, transmet cette image. Je parle, voix. Donc, il y a une voix, le côté verbal, et puis, il y a le côté gestuel. Donc, quand une personne ne m'entend pas, elle voit, elle analyse les comportements, le côté gestuel de la personne, donc que ce soit le journaliste, l'animateur, l'invité, la personne qu'elle est. Donc en transmettant soit côté verbal ou gestuel, donc il y a un impact sur la personne, sur le côté subconscient. C'est pas sur le conscient, ni l'inconscient, subconscient. Moi, je donne l'exemple, c'est le conscient, l'inconscient, et puis c'est le subconscient. Il est là. Ça veut dire quoi là? Là, je parle pour bien écrire. C'est là. Il faut d'abord m'expliquer. Voilà. C'est là. Elle est entre le conscient et l'inconscient. Ouais. Je vais donner un exemple. Il y a ce qu'on appelle en psychologie économique la publicité. Il y a une image. Par exemple, là, cette bavette. Ce masque. En voyant, c'est pas la peine de regarder, on a marre. Mais moi, j'insiste. C'est pas de l'harcèlement, j'insiste. À tout moment, il y a la pub, Et tiens, voilà. C'est l'inconscient. Il faut passer. Tiens, on va l'expérimenter. On va l'essayer. À force de la voir. À force de la voir, elle est subconsciente. Voilà. Donc, à force, on va l'essayer. Et là, c'est bien. Elle est utile. On va l'acheter. Vous voyez, on passe le conscient direct. Ouais. Par le biais du temps. Donc, par le biais de pas mal de choses, des événements, on va l'oublier, passer à autre chose. On va la jeter où? C'est dans l'inconscient. Voilà, l'inconscient. Donc c'est ça l'image. L'image, il y a personne qui nous regarde et voit, je ne vais pas entendre. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais c'est vrai, on va insister. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions quand on regarde la télévision, inconsciemment, parce qu'on ne parle pas, mais le subconscient est en train de dire, mais qu'est-ce qu'ils nous disent là? C'est quoi ce message? On est en train de décrypter tout ce qui nous... Exactement. Et c'est ça la force de la télévision. Vous voyez, depuis sa parution, donc elle est tout le temps. Et elle s'accommode, elle s'adapte, la télévision, avec les réseaux sociaux. On utilise les réseaux sociaux à la télévision pour renforcer. Oui. Donc il y a toujours, on a passé digital HD, on a passé numérique. Oui, c'est vrai qu'on a la télévision, la technique s'améliore. Voilà, bien sûr. Cette technique, et toujours avec elle est au service de qui? Téléspectateur, la personne qui regarde. Oui. Donc pour l'attirer et la motiver pour qu'elle puisse nous voir. C'est ça la magie de la télévision. Voilà, vous parliez de publicité, nous aussi, on doit faire passer un spot publicitaire de notre partenaire, Corail Peinture, bien sûr, puis après on va revenir pour terminer ce débat.
et une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. Voilà donc retour au débat pour parler de la télévision et de son impact psychologique. C'est vrai qu'il y a une information à dégager, à faire parvenir à celui qui regarde, et c'est pour ça que la télévision fait partie des mœurs du citoyen, du kidam, du citoyen lambda, je pense, c'est ça. C'est sûr, c'est sûr. Donc c'est le moyen, c'est un moyen essentiel dans l'éducation. Par exemple, il y a des milieux, on parle, quels sont les milieux qui ont un impact sur la personnalité, le développement de la personnalité d'une personne. Parmi eux, il y a la télévision, l'image. Il y a plusieurs livres qui ont été écrits en psychologie. Donc la télévision et l'enfant, la télévision et l'enfant et l'image. Donc, elle est très importante pour le développement de l'enfant. Donc, la socialisation de l'enfant, je dirais, l'adaptation à la société. Donc, pour qu'il ne puisse pas vivre en marge de la société, en marge de la culture. En retrait, mais toujours. Voilà, elle est tout le temps là. Avec les différentes, vous voyez, donc, par exemple, il y a la mode, on parle de tout dans la télévision. On essaye d'être à la page. Donc, avec cette nouvelle génération, toutes, bien sûr, sans pour autant oublier les traditions et les coutumes et notre culture. Bien au contraire, maintenant, la télévision joue le relais dans la transmission de la culture, des traditions. Au contraire, elle joue un rôle dans la préservation. Tout à fait. Et moi, j'ai donc une petite expérience de 25 ans. Donc, Khalila, c'est pas beaucoup. Non, c'est vrai, Khalila. Non, donc, des fois, je fais un petit travail de recherche, après coup. Oui. Donc, avant qu'il y ait les réseaux sociaux, donc 94, donc on voit un petit peu quelles sont les répercussions, les retombées, un petit travail de recherche, et on voit que la télévision a un impact, qu'on le veuille ou pas. Ah oui, média lourd par excellence. Par exemple, il y a des familles, des personnes, je ne dis pas des familles, des personnes qui te disent « Non, monsieur Smail, monsieur Rabah, non, nous on ne voit pas la télévision, c'est tout le temps avec lui. » Mais après, il vous téléphone. « Oui, monsieur, vous avez dit ça. C'est vrai, j'ai un enfant comme ça. J'ai fait telle chose. Est-ce que c'est un comportement acceptable, positif ?» Et vous m'avez dit la dernière fois. Bli ma tfrj. Bli ma tfrjouch la télévision. Non, j'ai fait ça par accident. Mais c'est bien de le dire. C'est bien de le dire, par accident. Khalil Michoufou à chaque fois par accident. C'est bien l'accident. Mais ça, c'est pour dire que la télévision reste, fait partie du comportement, fait partie des habitudes. Fait partie de la famille. Oui. Est un membre de la famille. Oui. À ce point-là. Hein. Ah oui. Par exemple, si on n'a pas de la télévision à la maison, même YouTube, on va voir. Même si on a les réseaux sociaux avec. J'ai pris un exemple. Un réseau. C'est vrai que. Donc, mais c'est la monotonie, c'est pas normal. Il y a chouïa d'Ekhlin fait la monotonie. Non, c'est pas normal. C'est pas notre vie familiale. Il y a la télévision. Parce que par le biais de la télévision, on se voit. Même Kadine Mabadana, on est toute la famille regroupée. Normalement, psychologiquement parlant, il faut regarder je pense, et je le dis. Vous le conseillez même. Je le conseille. Et comportement à adopter. Il faut voir la télévision ensemble. C'est pas à chaque enfant, chaque c'est pas bien de mettre chacun avec sa télévision. Non, là les liens de la famille ils vont disparaître. On va être égoïste. Chacun dans son coin. C'est pas une famille. Il faut être regroupé autour d'un téléviseur ou au salon ou là, je sais pas où, et on regarde ensemble. Partager et on discute. Ensemble. Ouais. C'est la communication par le biais de la télévision. Il y a un film, il y a un reportage, et on discute. Le père va provoquer une discussion. Ça, c'est important de le dire. Bon, comment on peut terminer
en conclusion, une conclusion pour parler de cette télévision qui est familiale, qui fait partie de la famille, qui a un impact et qui peut servir à resserrer les liens familiaux. Je suis direct. En conclusion, scientifiquement parlant, il faut des émissions bien étudiées. Étudiées. Donc, étudier pour que le message passe bien, étudier dans le sens, le thème, et l'adapter avec la nouvelle génération. Une communication non archaïque, ancienne. On va avoir un contenu adapté avec la nouvelle génération, pour qu'ils puissent nous regarder, nous voir et nous suivre. Ils peuvent nous regarder, mais ils ne peuvent pas nous suivre. Donc, il faut regarder et nous suivre. Et à la chute, et ils disent, mais ça y est déjà, on a terminé. Voilà. Donc c'est ça ce qu'il faut faire sur la télévision et c'est le moment pour immuniser cette génération. Voilà, mais on va conclure sur cette note, immuniser la génération, puis surtout, eh bien, nous on va continuer à donner les conseils, bien sûr. N'oubliez pas votre masque, c'est très important, ça peut sauver des vies. Puis continuez à vous laver les mains, à respecter la distanciation sociale parce que c'est très important. Merci Dr Rabh Lossif d'avoir été parmi nous ce matin pour nous parler de télévision. Inch'Allah, dans une autre émission, on aura plus d'espace pour développer. Je vais remercier toute l'équipe technique qui nous aura accompagnés ce matin à partir de la station régionale de Constantine pour ce Bonjour d'Algérie. À partir de Constantine, réalisé par Adel Mhimdatsi. Je vous retrouverai, Inch'Allah, si Dieu le veut, dimanche prochain, même heure, même endroit. Mais n'oubliez pas, mettez votre masque. Allez, au revoir.